Il n'a jamais mis les pieds dans ces pays. Il n'a jamais rencontré les émissaires de ces pays au Burundi. Oui, mais bon, ça ne pose pas de problème. Oui, il aura tout le temps de le faire. Non, bien sûr, parce qu'il avait un mandat, oui. Mais il n'a pas exercé. Ah bon. Donc, cela veut dire que finalement... Il va passer la main. Hein. Oui, il va passer la main sans... oui, il va remettre un dossier. Oui. Il va passer la main sans avoir donc accompli la mission, c'est ça? Exactement. Ah, oui. Et je pense, par rapport à ce qui se passe au niveau de l'Union africaine, les différents conflits, j'ai l'impression qu'il n'a pas les ressources humaines pour accomplir la mission parce qu'il a besoin d'être accompagné. On voit par exemple même le ministre des Affaires étrangères, des fois il fait des déclarations qui sont incendiaires. On a des déclarations contre le Qatar. Le président il est obligé de revenir derrière pour calmer la situation. Et vraiment, il est même absent pour diriger le Burundi. Il est absent pour prendre des initiatives au Burundi. Mais l'Union africaine, comme ça fait par région, oui. Et que dans la région, je pense, il y avait personne qui voulait prendre la présidence. Il a pris la présidence. Moi, en tant que Burundais, je l'encourage. J'aimerais bien qu'il réussisse parce que s'il réussit, c'est le Burundi qui va réussir. Oui. S'il échoue, on va dire que le Burundi a échoué dans sa mission. Ceci dit, de manière générale, le président en exercice, on n'en attend pas une obligation de résultat. Exactement, oui. Ça c'est un. Mais de deux, ce que je peux ajouter ou rectifier dans ce que dit Gratien par rapport à Ndayishimiye, non, comme il a dit, il n'est pas là pour le Burundi, il est le président de l'Union africaine. Donc, la médiation RD-Congo, là, ça c'est au niveau de l'Union africaine qu'il va procéder et non plus en tant que soutien de la RD-Congo. Tout de suite, le bilan du 39e sommet de l'Union africaine des 14-15 février dernier à Addis Abeba. Alors, le thème générique de ce sommet, c'était l'accès durable à l'eau et à des systèmes d'assainissement sûrs. Mais le sommet a surtout été l'occasion pour les dirigeants des États membres de passer en revue les crises en cours sur le continent et dans le monde. On retiendra notamment le rappel de l'attachement de l'Union africaine au multilatéralisme, les crises sécuritaires et politiques sur le continent, avec notamment la multiplication des changements inconstitutionnels de régime. Alors Alfred, quel regard avez-vous porté sur ce 39e sommet de l'UA? Alors, par rapport au sommet précédent, ce qu'il y a de nouveau, c'est d'abord le fait que ce sommet a été précédé par le sommet Italie-Afrique. Ah oui. Ça a été précédé par ce sommet, alors ce qui a eu l'heure d'agacer un certain nombre de chefs d'État, mais d'autres étaient très heureux, mais justement parce que Giorgia Meloni a insisté sur le plan italien pour l'Afrique, et notamment sur la question de l'eau, qui a été évoquée, et de l'assainissement au moment du sommet. Quant au sommet lui-même, ce que moi je retiens, c'est au moins un ou deux choses. D'abord, peut-être Gratien en parlera, c'est que le nouveau président Ndayishimiye, le nouveau président en exercice, donc pour un an. Voilà. C'est donc le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye. Exactement, oui. Qui a pris les rênes justement de l'Union africaine et qui, dans son discours justement de prise de ses fonctions, a insisté sur le fait de la neutralité, l'impartialité dans la gestion des crises qui frappe donc l'Afrique et qui va s'inscrire dans la continuité de ce que João Lourenço a fait durant son président angolais. Oui, durant son mandat. Ça, c'est un. Deux, évidemment, il y a son insistance sur la question du multilatéralisme, mais surtout sur un point qui m'a paru très important, alors que le président sortant par son franc-parler, a heurté... On va y arriver. Ndayishimiye, lui, comme il l'a indiqué, c'est-à-dire, il faut parler avec tout le monde, inclure tout le monde, pour que l'Afrique sorte justement de ces conflits qui retardent justement
non seulement l'unité de l'Afrique, mais le développement. Puisque vous en parliez, on va en parler tout de suite avec Gratien, n'est-ce pas, de cette nouvelle présidence en exercice, qui sera donc assurée par le président burundais, que vous connaissez très bien, Évariste Ndayishimiye, qui a prononcé un discours effectivement très volontariste. Quel est votre regard sur cette nouvelle présidence qui commence? Qu'est-ce que ça va changer? Et tout d'abord, il a fait un très beau discours, oui. Ça je le reconnais, mais c'est le président Ndayishimiye, on sait bien ce qui se passe au pays, comment il dirige le pays, le Burundi. Il est impliqué dans le conflit qui est au Congo, donc RD Congo, donc il aura du mal à faire comme le président angolais pour être médiateur. Deuxièmement, c'est que le président Ndayishimiye était, je pense qu'il est encore, l'envoyé spécial de l'Union africaine dans le Sahel. Il n'a jamais mis les pieds dans ces pays. Il n'a jamais rencontrer les émissaires de ces pays au Burundi. Oui, mais bon, ça ne pose pas de problème. Oui, il aura tout le temps de le faire. Non, bien sûr, parce qu'il avait un mandat, oui. Mais il n'a pas exercé. Ah bon. Donc, cela veut dire que finalement... Il va passer la main. Hein. Oui, il va passer la main sans... oui, il va remettre un dossier. Oui. Il va passer la main sans avoir donc accompli la mission, c'est ça? Exactement. Ah oui. Et je pense, par rapport à ce qui se passe au niveau de l'Union africaine, les différents conflits, j'ai l'impression qu'il n'a pas les ressources humaines pour accomplir la mission parce qu'il a besoin d'être accompagné. On voit par exemple même le ministre des Affaires étrangères, des fois il fait des déclarations qui sont incendiaires. On a des déclarations contre le Qatar. Le président, il est obligé de revenir derrière pour calmer la situation. Et vraiment, il est même absent pour diriger le Burundi. Il est absent pour prendre des initiatives au Burundi. Mais l'Union africaine, comme ça fait par région, oui. Et que dans la région, je pense, il y avait personne qui voulait prendre la présidence. Il a pris la présidence. Moi, en tant que Burundais, je l'encourage. J'aimerais bien qu'il réussisse parce que s'il réussit, c'est le Burundi qui va réussir. Oui. S'il échoue, on va dire que le Burundi a échoué dans sa mission. Ceci dit, de manière générale, le président en exercice, on n'en attend pas une obligation de résultat. Exactement, ça c'est un. Mais de deux, ce que je peux ajouter ou rectifier dans ce que dit Gratien par rapport à Ndayishimiye, non, comme il a dit, il n'est pas là pour le Burundi, il est le président de l'Union africaine. Donc, la médiation RD Congo, là, ça c'est au niveau de l'Union africaine qu'il va procéder et non plus en tant que soutien de la RD Congo. Bien sûr. La deuxième chose, il est en train de mettre en place une task force pour l'aider justement à gérer toutes ces crises, toutes ces situations. Il a trouvé, évidemment, un certain nombre de personnalités burundaises qu'il va envoyer dans chacun des États pour coordonner justement les actions à mener ensemble. Alors, moi, je dis, et puis c'est un honneur quand même pour le Burundi qui, depuis des lustres, depuis l'existence... Qui n'avait jamais eu la présidence. Exactement, qui a la présidence. Pour cause, il faut dire que c'est un pays quand même qui a été tourmenté pendant plusieurs années. C'est vrai, mais quand même, il y a eu Buyoya qui était là, il y avait... Il y a Bagaza. Bagaza qui était là, qui aurait pu... Pendant 10 ans, c'était ça, qui aurait pu prendre justement, mais voilà. Vous êtes un avocat du Burundi plutôt du président Ndayishimiye. Non, mais Ndayishimiye, le président du Burundi, et donc président de l'Union africaine. De toute façon, on ira tous à Gitega. Hein. Non, Bujumbura se trouve la capitale. Oui, non, mais Bujumbura, Gitega. Même si vous êtes tous des Gitega, c'est ça. On ne va pas s'appesantir sur vos agendas de voyage. Oui, ça veut dire, contrairement à ce que dit Gratien par rapport aux capacités du président ou bien de son ministre des Affaires étrangères pour gérer la situation. N'oublions pas que le président en exercice de l'Union africaine travaille en étroite collaboration avec le président de la Commission. De la Commission, oui. Donc il y a les fonctionnaires de l'Union africaine qui sont là pour le seconder. Et donc il y a un agenda qui va être défini. Bon, c'est vrai que c'est le président en exercice qui définit les priorités, mais il y a une équipe qui va... Il y a une continuité, en tout cas. Il y a une continuité en musique. Il y a une commission paix et sécurité. Il y a tout ça. Donc voilà, c'est pour dire que le président Ndayishimiye, dans son discours, il a déjà campé le décor.
Tout à fait. Et il a annoncé ce qu'il voudrait faire. Moi, le seul problème que j'ai, c'est une remarque, ça veut dire que quand on parle d'aucune tolérance pour les changements de pouvoir anticonstitutionnels, et au même moment, on retrouve dans la salle Doumbouya ou bien Oligui Nguema. Ah ben écoutez, c'est pas lui qui a dit ça. Hein. Vous me faites une bonne transition parce qu'il y a eu le fameux discours du président sortant de l'Union africaine, le président angolais João Lourenço, qui a vivement dénoncé les élections qui, dit-il, blanchissent des coups d'État en Afrique. Alors selon lui, le fait que des auteurs de coups d'État organisent des élections pour ensuite se faire élire ne doit pas être considéré comme le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Pour lui, il s'agit, je cite, d'une forme de blanchiment d'un acte illégitime qui malheureusement commence à être perçu comme normal et donc acceptable, alors qu'en réalité cela menace les fondements même de nos principes ainsi que la paix et la sécurité de notre continent. Fin de citation. Alors c'est vrai que ce discours a été prononcé en présence de deux dirigeants, le Gabonais et le Guinéen, deux auteurs de putsch qui se sont fait élire récemment. Est-ce que ce discours du président angolais était salutaire en quelque sorte? Est-ce que cette mise au point était nécessaire? Bon, cette mise au point, au moins, a le mérite d'avoir été claire. Oui. Et que dire que l'Afrique, excusez-moi du terme, en a marre de ces coups d'État. Il faut que les militaires restent dans les casernes. Il faut que les civils gouvernent, comme dans toutes les constitutions. Charge maintenant aux politiques de s'organiser pour ne pas laisser aussi la possibilité aux militaires de s'immiscer dans la vie politique. Mais il a... On n'a pas écouté Grégory. Allez-y, Grégory, vous qui êtes le juge de paix. J'ai une lourde pression là sur mes épaules. Ranjanirin est à Moscou. Hein. Après Paris. Moi, ce que je pense, c'est que João Lourenço permet en tout cas d'ouvrir le débat, parce que malheureusement, il y a beaucoup dans ces rassemblements, il y a beaucoup de théories, mais très peu de choses mises en pratique, on va dire. Mais fondamentalement, moi j'irais même plus loin que le João Lourenço. Je dirais c'est le vrai débat qu'il devrait y avoir en Afrique, c'est aussi sur ces présidents qui s'éternisent à la présidence. Parce qu'il faut se poser la question, c'est s'il y a des coups d'État, pourquoi il y a des coups d'État et pourquoi on arrive à cette situation-là. Donc oui, il y a ce premier volet qu'on peut dire, on blanchit ces coups d'État et on voit maintenant Oligui Nguema et Doumbouya. Il y a le changement de régime anticonstitutionnel. Exactement. Ça a été fortement évoqué pendant ce sommet d'ailleurs. Exactement. Et il y a ce second aspect qu'on n'aborde pas du tout. Parce que si on veut vraiment promouvoir la démocratie et qu'on veut qu'il n'y ait plus de coups d'État, il faut avoir cette question de fond. Parce que souvent, finalement, dans le contre-argument qui est avancé, c'est de dire les coups d'État sont légitimes. Il y a certains coups d'État qui sont légitimes parce que la situation, elle est délétère. Et il y a ces présidents qui s'éternisent au pouvoir avec un troisième ou un quatrième mandat. Donc je pense qu'il faut avoir des vrais sujets. Mais moi, fondamentalement, ce que j'ai envie de dire par rapport à ce sommet, moi, je suis toujours un peu... j'ai toujours quand même une déception par rapport à ce sommet, parce qu'on n'avance pas vraiment, en fait. Oui. On ne pose pas les véritables questions. Bon, les vraies questions, pour moi, c'est l'intégration économique, notamment avec la ZLECA. Je pense que c'est un vrai sujet pour l'Afrique. C'est qu'est-ce qu'on donne en termes de budget au niveau de l'Union africaine. Quand on a un budget qui atteint à peu près 650 millions de dollars annuels, c'est tellement peu. Et toujours pas d'autonomie financière. Pas financée par les Africains. Avec ce qu'avait justement Paul Kagame avait avancé avec cette taxation des importations à 0,2% pour tout ce qui est des importations. Ouais, pour moi, ce sont les vrais sujets sur lesquels on devrait avancer et qui ne sont pas du tout abordés. On est beaucoup dans les discours, de dire oui... Ce sont des vrais sujets, c'est vrai, mais enfin, c'est aussi important que des chefs d'État comme l'Angolais rappellent aussi ces principes, parce qu'on dit souvent que l'Union africaine, pour appartenir à l'Union, il n'y a pas de critères de convergence, il suffit d'être un pays africain. Alors il n'y a peut-être pas de critères de convergence, mais il y a des valeurs partagées, que l'Union africaine a d'ailleurs rappelées en 2012, je me souviens, c'est-à-dire démocratie, bonne gouvernance et respect des droits humains. Alors une fois qu'on a dit ça, effectivement, il faut que ceux qui ont institué ces valeurs partagées puissent les respecter, c'est bien la question. En fait, ces valeurs partagées, ce sont des valeurs, au niveau de la théorie. En soi, il y a peu de gens qui les respectent. Et quand on parle de coups d'État, soi-disant de blanchiment, de coups d'État après, quand on fait les élections, est-ce qu'il faut reculer jusqu'à tel niveau? Quand le président angolais il a critiqué, il faut reculer jusqu'à quelle époque? Celui qui arrive au pouvoir après une rébellion, est-ce qu'il est considéré comme quelqu'un qui a fait un coup d'État? C'est-à-dire que
finalement, il y a des gens qui arrivent en Afrique, la plupart des pays, soit les coups d'État, il y a d'autres qui sont arrivés avec les rébellions. Même MPLA. Quel exemple? Mais Donnez-nous un exemple de quelqu'un qui est arrivé au pouvoir à l'issue d'une rébellion. Mais on peut dire même dans la région des Grands Lacs, on a le Rwanda, on a l'Ouganda, on Là, il y a a le même Congo, le Kabila, même l'Angola. L'Angola, à un certain moment, il y avait le FNLA, l'UNITA, MPLA. Donc, il y a eu la Mais guerre. là, c'était la guerre civile. Oui, c'était la guerre civile, mais une guerre civile, c'est toujours... La rébellion, on peut dire aussi, c'est une guerre civile. Donc, c'est-à-dire que à un certain moment, moi je me dis, non, mais là, même si on a fait un coup Laurent Chaud d'État, parle précisément. si on a fait un coup Alors, d'État, vous élargissez le spectre, mais Laurent Chaud parle des coups d'État qui sont blanchis par des élections. Alors, il dit, voilà, finalement, c'est devenu une sorte comme ça de manœuvre. C'est ce qu'on demande. Oui. C'est ce qu'on demande quand il y a un coup d'État. On demande à ce qu'il y ait des élections. Non, on demande le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Oui, alors, mais c'est-à-dire les élections. Quand des putschistes se font élire, c'est lui qui a fait le coup d'État de se présenter. Généralement, c'est ce qu'on... Non, c'est pas l'Union africaine ne l'interdit pas. Ce qui fait que quand on fait les élections, la personne qui est élue, c'est un président élu. Non, ce sont les putschistes qui disent eux-mêmes qu'ils ne vont pas se présenter, et puis après, ils modifient. Mais Lourenço a raison de rappeler ce principe-là, c'est très bien. D'ailleurs, on a vu l'agacement de Doumbouya, qui s'est fâché, justement. Alors qu'Oligui Nguema... Doumbouya, dont président élu récemment de la Guinée. De la Guinée. Alors que Oligui Nguema, lui... il a rappelé simplement que, la situation a été intenable au Gabon et que c'était une nécessité et que par la suite, il a respecté le délai justement d'organisation des élections. Et puis, pour amadouer l'Union africaine, le Gabon va donner sa contribution justement à la caisse commune justement de l'Union africaine. Non, et en même temps, ce qui est intéressant justement dans cette séquence-là, c'est que le rappel des principes par João Lourenço, le président sortant de l'Union africaine, président de l'Angola, et la réponse de Ndayishimiye pour dire il faut qu'on garde le dialogue avec tout le monde, parce que si on ne le fait pas, on prolonge justement la souffrance des peuples, parce que finalement, c'est ça qui arrive au fond. Il y a ceux qui n'organisent pas les élections. Il faut garder le dialogue avec tout le monde pour aussi mutualiser les moyens, notamment pour faire face aux menaces sécuritaires. Sécuritaires, absolument. Précisément. Oui. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Ça veut dire l'Afrique fait face à deux problèmes majeurs. Le premier problème, il est interne avec ces putschistes qui prennent le pouvoir, qui par des tours de passe-passe se retrouvent civils ou bien changent la constitution pour être là. Oui. Le deuxième problème, c'est la question sécuritaire avec les djihadistes un phénomène qui s'amplifie de plus en plus au niveau du continent et qui menace l'économie, la sécurité et le développement économique également. Donc il faut qu'on trouve une sorte de panacée pour que ces coups d'État soient bannis et que l'Afrique puisse faire face à ce défi sécuritaire et en même temps prendre son envol économique. Gracien n'est pas d'accord avec vous parce que Gracien pense qu'il n'est pas très choqué par les putschistes qui ensuite se font élire pour devenir... Non, les militaires. Le coup d'État au moyen des élections. Moi, quelqu'un qui fait un coup d'État... Oui, mais je vois votre regard parce que vous après qui fait les élections, qui organise des élections démocratiques, il est élu. C'est une bonne chose. Bon, c'est une bonne chose plutôt que de rester sans coup d'État. On sait comment les processus électoraux sont verrouillés même pour les par ceux qui détiennent les rênes du pouvoir. Donc ça veut dire que disons que c'est moins pire que ceux qui sont les putschistes qui s'accrochent au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Exactement. Qui d'ailleurs n'ont plus d'élection au programme. Exactement. Donc c'est là aussi. Moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas qu'on se satisfasse de la théorie du moins pire. Oui. Là, on en revoit sur l'institution même de l'Union africaine, qui est intergouvernementale et non supranationale. Dès lors qu'il y a cette souveraineté des États, on n'a aucun moyen de sanctionner les putschistes. C'est ça le véritable problème. C'est pour ça que je dis qu'on n'aborde pas les questions de fond. Et donc forcément, on se retrouve dans cet État où ils dénoncent, c'est une bonne chose de le faire, mais malheureusement, derrière, on ne peut rien faire. Il ne faut plus se contenter, on va peut-être s'arrêter sur cette phrase qui me semble fondamentale de Grégory, il ne faut plus se contenter du moins pire, je dirais peut-être ne plus se contenter du moindre mal. Et
peut-être aspirer à l'excellence de temps en temps. Pourquoi Ce pas. serait pas mal. Surtout à l'Union africaine. Oui, mais il faut, à ce moment-là, il faut changer la charte de l'Union africaine, qui inscrit le refus justement de coup d'État, mais qui ne se donne pas les moyens justement d'empêcher les Elle n'a coups pas les d'État. moyens parce que, comme dit Grégory, c'est une institution intergouvernementale. Donc, généralement, enfin, le président de la Commission de l'Union africaine n'est qu'un super secrétaire de chef d'État. Oui, c'est pourquoi je dis, il ne se donne pas, l'Union africaine ne se donne pas les moyens que les chefs d'État se de donnent- sa charte. C'est-à-dire qu'il faut changer. Cela revient de la responsabilité collective de tous les chefs d'État, de tous les États membres. Oui. Bien sûr, mais à un moment donné, alors on dit pique-pendre de Kagame ici, à un moment donné, quand même, lui, il disait très clairement, il faut que l'Union africaine arrive justement... Qu'est-ce qui pique-pendre Non, mais... il fallait qu'on arrive justement à éviter En même temps, quand Vous parlez de vous-même, en fait. n'est-ce pas? Non, c'est lui. Mais en même temps, on peut dire qu'au niveau de l'Afrique, par exemple, on va en Somalie, où il y a les djihadistes, les El-Shabaab, il y a des militaires africains qui sont là pour se battre. Bien mais sûr. sont des militaires, ils sont financés par les Européens. C'est-à-dire que nous, les Africains, on n'arrive pas à prendre en main, même pour la sécurité, au lieu d'empêcher les coups d'État. On a vu, par exemple, Mozambique. Mozambique, il y a le Rwanda qui est intervenu sans financement extérieur. Donc, on a besoin des États, que les États s'organisent au moins. Moi, au lieu de lutter d'abord contre les putschistes, on lutte d'abord contre le djihadisme. Il y en a beaucoup. Non, mais on peut faire les deux. Les deux, dès qu'on n'arrive pas à faire... Juste, C'est incroyable. C'est incroyable. Les deux à la fois. L'Union africaine selon Gratien. juste dernière chose sur ce chapitre, c'est que ce sommet aussi de l'Union africaine était très suivi du côté de Dakar et de Tambacounda en direction du poste qui va être vacant de secrétaire général de l'ONU. Et donc c'était très suivi du côté de Dakar et Tambacounda parce qu'on espérait que l'Union africaine allait apporter son soutien à l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, donc. Macky Sall, mais malheureusement, ce débat a été reporté. Oui. Et ensuite, au niveau de la délégation sénégalaise, ce n'est pas le président Bassirou Diomaye Faye lui-même qui était là, mais c'est le Premier ministre Ousmane Sonko. Oui. Et Ousmane Sonko, le Premier ministre, a dit qu'il n'avait pas mandat pour en discuter. Ben, pour une fois. Avant de fermer ce chapitre, quelques jours après ce sommet donc, des 14 et 15 février dernier, on a appris cette semaine que le Gabon a décidé de suspendre les réseaux sociaux dans ce pays, ce qui évidemment bouleverse complètement la société, enfin la vie quotidienne des Gabonais. Et évidemment, c'est une décision qui est diversement commentée. Dans quel contexte on peut inscrire cette décision qui n'est pas une petite décision dans le contexte mondial, parce qu'aujourd'hui, l'accès aux réseaux sociaux est devenu une sorte, je dirais, de nécessité vitale pour... cela fait partie, je dirais, de la vie quotidienne. Mais absolument. Mais ce qu'on peut dire vraiment rapidement, c'est que c'est une petite régression pour le Gabon, c'est-à-dire que qui nous ramène, quand je dis régression, ça nous ramène justement tout ce qui s'est passé ou qui se passe au moment des élections, où on interdit l'accès à Internet, on arrête des journalistes, mais ça continue encore aujourd'hui. Et donc, c'est pourquoi je dis que c'est une régression, parce qu'Oligui Nguema est arrivé en disant il va apporter du nouveau. Et là, tout d'un coup, sous le prétexte que ça incite à la désinformation, ça incite à la critique contre le régime en place, mais il ne faut pas craindre la critique, justement. Il y a des moyens de réguler, effectivement, la prise de parole dans cet espace numérique international. Et d'ailleurs, on a entendu des protestations des hommes d'affaires, de tous ceux qui passent par, justement, Internet, qui l'utilisent, disant, ben, ça, c'est nous pénaliser par rapport à une petite bande de personnes qui vous critiquent. C'est une punition collective et qui ne mérite pas justement d'être prise à cette décision anachronique en tout cas, absolument, de la part d'un président qui voulait donc moderniser son pays. Qui est en totale contradiction. Hein. Sauf qu'il jette une partie de l'opinion gabonaise vers les dark sides.
Exactement. Ces pages lugubres, et donc et ces pages lugubres ne sont pas contrôlées, et donc ils risquent d'avoir l'effet contraire. Oui, bien sûr, bien sûr.